Il existe au sein de l'IHU Méditerranée Infection une plateforme que l'on nomme NSB3. Il s'agit d'un laboratoire spécialisé dans le diagnostic, l'isolement, la culture et la recherche, avec une particularité, la manipulation d'agents hautement pathogènes de classe 3. Cette plateforme est dirigée par le professeur Bernard Lascola sur le plan scientifique et par une ingénieure, Nathalie Wurz, sur le plan technique. La plateforme se partage entre les personnels de l'université, de l'Institut de recherche pour le développement, de la PHM et du service de santé des armées. Nous verrons dans ce nouveau dossier comment fonctionne ce laboratoire particulier, quelles sont les contraintes qu'impose la manipulation d'agents de classe 3, sous quelle forme s'organise le diagnostic et à quoi peuvent ressembler les recherches que les scientifiques développent ici. Commençons tout d'abord par une présentation du laboratoire avec le professeur Bernard Lascola. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est un laboratoire P3 ou NSB3. Donc c'est un niveau de sécurité biologique. Donc il y a plusieurs niveaux de sécurité biologique. En gros, niveau de sécurité biologique 2, il y a des contraintes, si vous voulez, c'est typiquement les bactéries qu'on va avoir sur l'organisme, les staphylocoques dorés, les Escherichia coli, en gros tout ce qui donne des infections urinaires. En gros, le plus gros des infections chez l'homme, c'est ce qu'on appelle des classes 2. Et après, il y a certains micro-organismes, donc qui sont des virus, des bactéries, des champignons, des amibes, qui sont plus dangereux. Alors, soit qui vont être plus contagieux, soit que leur effet est plus sévère. Et donc dans ces cas-là, on va augmenter le niveau de sécurité, et donc le niveau de sécurité biologique va être le niveau 3. Le niveau 3, par exemple, c'est le SARS-CoV-2 pour les virus qu'on connaît actuellement, mais c'est aussi, par exemple, l'anthrax, ce qui est responsable du charbon, le bacille de la peste, la tuberculose. Tout ça, c'est des organismes de classe 3. Puis après, au-delà, on a les classes 4. Donc les classes 4, c'est les virus, en gros, les virus des fièvres hémorragiques. Donc c'est Ebola, Marburg. Donc ça, bien évidemment, c'est des laboratoires très spécialisés, il y en a très peu en France, et bien évidemment pas ici à l'IHU. Donc l'IHU, en revanche, on a un grand laboratoire de niveau 3. Donc la particularité d'un laboratoire de niveau 3, c'est le confinement, mais un laboratoire de classe 2 va être confiné, donc c'est le confinement et surtout une gestion des pressions. C'est-à-dire qu'en gros, dans un laboratoire de classe 3, on a des pressions qui font que chaque fois qu'on ouvre une porte, l'air va rentrer à l'intérieur du laboratoire, mais ne va jamais en ressortir. Donc tout ce qui est manipulé à l'intérieur ne peut jamais sortir. L'air, il y a un flux d'air continu, le laboratoire est en dépression, et tout cet air est aspiré et passe à travers un filtre qui fait que ce qui est rejeté dans l'atmosphère est totalement stérile. Arrêtons-nous ici quelques instants pour préciser que le bruit de soufflerie que l'on entend en fond sonore est justement typique des laboratoires confinés de classe 3 et 4 à cause de l'aspiration permanente qui permet de les garder en dépression. Alors on peut se confiner à une petite zone, et typiquement c'est ça c'est un PSM3, c'est un mini P3, presque un P3, c'est-à-dire ça dans ce laboratoire, dans cette enceinte-là, tout est en dépression, c'est-à-dire quand je vais ouvrir le sas là-bas, il va y avoir une dépression, je vais pouvoir rentrer mon matériel, et après avoir rentré mon matériel, je vais fermer, je vais ouvrir l'autre sas, et à l'intérieur c'est en dépression. Et donc dans ce petit poste de sécurité microbiologique qui est l'équivalent d'un P3, je vais pouvoir manipuler des échantillons comme si j'étais dans un P3. Alors le top c'est d'avoir ça à l'intérieur d'un P3 qui garantit d'avoir la sécurité maximale. Mais quelles sont donc les particularités du laboratoire P3 de l'IHU ? Alors, la particularité la plus grande, c'est sa taille. Déjà, c'est un laboratoire NSB3, c'est un des plus grands d'Europe, puisqu'il fait à peu près 1600 m². Donc sur ces 1600 m², il y a une zone de circulation qui permet de rentrer dans les différentes zones protégées, mais il y a à peu près 1200 m² dans lesquels on peut travailler en niveau 3, donc ce qui est exceptionnel. Alors il y aura différents niveaux en fonction des pièces, des endroits qui sont très protégés, parce qu'on y manipule des agents qui sont encore plus dangereux que d'autres, et puis des endroits où c'est un peu moins dangereux, en gros des zones où le micro-organisme ne pourra pas se transmettre par voie aérienne. Donc dans ces cas-là, le niveau de confinement est un peu moindre, et les gens travaillent éventuellement même sans masque, c'est possible. Autre chose donc importante pour le laboratoire P3 de l'IHU, c'est sa localisation au milieu de la ville. On pourrait se dire finalement, quand on manipule quelque chose de dangereux, pourquoi pas le mettre à la campagne ? Ce qu'ont fait les militaires, par exemple, ils ont fait un laboratoire P3, un centre de recherche à Brétigny-sur-Orge, donc qui est un peu isolé. Le principe de l'IHU, c'était
de mettre ça dans un CHU parce qu'il faut être capable de soigner les malades. Ça n'est pas que de la recherche, c'est aussi du soin. Et donc quand on veut s'occuper des patients, il faut être au plus près des patients. Donc c'est pour ça que c'est ce laboratoire, c'est un grand laboratoire mais qui est localisé en pleine ville, en fait qui est localisé au milieu du CHU. Voire même mieux, le laboratoire P3, il est complètement connecté avec le service de maladies infectieuses. Et donc quand un patient est reçu dans le service de maladies infectieuses, ces échantillons vont pouvoir passer directement dans le laboratoire P3. C'était une des originalités de faire un IHU, c'est-à-dire un institut où on s'occupe des patients et où on analyse leurs prélèvements et en même temps on peut faire de la recherche dessus. Et quelles sont les contraintes qu'imposent les activités du laboratoire P3 ? Donc les contraintes pour y travailler, c'est quand on y rentre, il faut s'habiller. C'est-à-dire qu'il faut avoir des équipements de protection individuelle. On ne rentre pas habillé comme ça dans le laboratoire P3. Ensuite, il y a des cascades de dépression. C'est-à-dire qu'on va passer une cascade de sas pour finalement aller rentrer à l'intérieur. Ensuite, il y a une réglementation très importante. C'est-à-dire que tous les agents de classe 3 ne sont pas classifiés pareil. En gros, il y a les agents classe 3 standard et puis une catégorie à part qu'on appelle les MOT, ou micro-organismes toxines. Donc ces agents-là sont les plus dangereux, donc considérés les plus dangereux, et donc ceux-là, ils sont particulièrement surveillés par l'ANSM, et donc l'ANSM, en fait, pour pouvoir travailler sur ces agents, il va falloir avoir une autorisation spéciale, et régulièrement, l'ANSM fait des inspections pour vérifier que le laboratoire suit bien toutes les recommandations de sécurité. Donc cette inspection ANSM, ça survient à peu près tous les 2-3 ans. C'est quelque chose qui est très lourd. C'est-à-dire les inspecteurs vont rester là pendant 3 jours et ils vont surveiller que les centrifugeuses sont bien contrôlées, que les PSM, les postes de sécurité microbiologique où on travaille, sont bien contrôlés. Et là-dedans, donc il y a tout un tas de contraintes qui sont très importantes dans ces genres de laboratoires, donc ça coûte très cher quand même. C'est-à-dire qu'il y a une maintenance annuelle, tous les ans, on fait un arrêt technique, on arrête tout, on contrôle tous les matériels, et ça tous les ans, régulièrement. Ensuite, à l'intérieur, il y a des flux, c'est-à-dire que tout ce qui rentre dans ce laboratoire ne ressortira que mort et décontaminé. La seule chose qui sort vivant dans le laboratoire P3, ce sont les humains. Voilà, les humains, donc ils mettent des EPI, donc en fait ils sont cachés dans leur combinaison, leur masque, ils rentrent à l'intérieur. Quand ils ressortent, ils se décontaminent au minimum les mains et après ils enlèvent tous les équipements de protection, ils passent par des sas et ils ressortent. Tout ce qui sort autrement doit être décontaminé, inactivé. Donc le plus gros de l'inactivation se fait par autoclavage. C'est-à-dire que dans chaque module ou chaque partie du laboratoire P3, il y a des autoclaves et donc tout ce qui va sortir, ça va être mis dans l'autoclave, fermé d'un côté, autoclavé, et après on le récupère de l'autre côté. Ce sont que des autoclaves à double, ce qu'on appelle des autoclaves à double entrée. Éventuellement, dans des cas exceptionnels, on peut faire sortir des choses qui sont décontaminées, soit par la chaleur, soit par des agents chimiques. Typiquement, on a besoin par exemple de fabriquer des réactifs, c'est-à-dire on a besoin de bactéries pour servir de réactifs en biologie moléculaire, ou alors on va envoyer nos souches, les souches qu'ils ont isolées à l'IHU, on va les partager avec d'autres laboratoires. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, on a des contraintes très 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 spécifiques, c'est-à-dire que ce qui va sortir éventuellement, ça peut être vivant à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça a été complètement décontaminé et ça sort dans ce qu'on appelle un triple emballage, donc c'est un emballage spécial pour transporter les choses qui sont infectieuses. Quelles sont les fonctions essentielles du laboratoire P3 ? Voilà, donc les fonctions du laboratoire P3 de l'IHU, donc essentiellement il y a 2 fonctions, une fonction de diagnostic, c'est-à-dire pour faire le diagnostic des maladies chez les patients, et une fonction de recherche. Alors bien évidemment, il y a des endroits où c'est très séparé, ce genre de fonctions, des laboratoires notamment qui sont que de recherche, des laboratoires qui sont que de diagnostic. Ici à l'IHU, c'est un peu tout mélangé, c'est-à-dire qu'on partage, si vous voulez, une plateforme commune et des matériels communs. Mais il y a quand même ces 2 fonctions. Donc la fonction de diagnostic, elle est, un patient arrive, on a besoin de savoir qu'est-ce qui l'infecte. Alors souvent, quand on ne sait pas ce qui l'infecte, de toute façon, ça ne va pas passer en classe 3, sauf si on a une suspicion. Par exemple, sur ces images, vous pouvez voir typiquement des signes cliniques qui correspondent aux symptômes que donne la variole du singe. Et puis après, il y a des pathologies dont on sait que si on isole le micro-organisme, ça sera toujours une classe 3. C'est typiquement des maladies comme le typhus, la fièvre Q, toutes ces pathologies-là, quand on sait que le patient a probablement ça, les prélèvements qu'on va inoculer pour les analyser, ils vont être mis à l'intérieur du laboratoire de classe 3. Après, dans ce laboratoire, on va pouvoir faire analyser la sensibilité aux antibiotiques, c'est-à-dire par exemple ce patient il a une endocardite avec un germe de classe 3, il faut tester la sensibilité aux antibiotiques, ça pareil ça se fait à l'intérieur du laboratoire de classe 3. Et puis un dernier gros pan qui sert au diagnostic, c'est la fabrication de réactifs.
C'est-à-dire typiquement pour faire de la sérologie, pour savoir si un patient a la fièvre Q, donc la fièvre Q, c'est un agent de classe 3, on a besoin de la bactérie fièvre Q qu'on va inactiver pour la mettre sur des lames et après pour faire de la sérologie, chercher les anticorps du patient. Les anticorps, on va les chercher à l'extérieur. On peut même, nous, ça nous arrive, on en envoie dans d'autres laboratoires pour qu'ils fassent les tests. Mais à un moment donné, il faut le produire, cette bactérie. Et donc cette bactérie-là, elle est produite à l'intérieur du P3. Exactement pareil aussi pour les techniques de biologie moléculaire. Donc ça, c'est la partie purement diagnostique. Et puis après, une partie qui est la recherche. Et donc là, la recherche, ça va être soit de la production pour faire des génomes, soit essayer de comprendre la physiopathologie de la maladie, c'est-à-dire les rapports du virus, de la bactérie avec les cellules. Après, on peut tester la sensibilité à différentes molécules, et donc on décline un peu toutes ces activités à l'intérieur du laboratoire. Une autre activité, c'est par exemple chercher des anticorps. Alors pour les virus, par exemple, typiquement, la technique de référence, c'est celle qu'on appelle la séroneutralisation. Ça veut dire séroneutralisation, ça veut dire que le sérum du patient, le sang du patient, on vérifie qu'il a bien été en contact avec le micro-organisme ou il a été bien vacciné. Et le patient fait des anticorps. Et ces anticorps, pour voir s'ils sont fonctionnels, en pratique, on les mélange avec le virus et les cellules et on regarde si le virus arrive toujours à infecter les cellules. Et si le sérum du patient empêche le virus d'infecter les cellules, ça veut dire que ces anticorps sont séroneutralisants, ça veut dire qu'il est protégé. Donc typiquement, ça c'est une sérologie pour laquelle on est obligé d'utiliser du virus vivant. Et donc tout ça, ça se fait à l'intérieur, pareil, du laboratoire NSB3. On me dit dans l'oreillette que le NSB3 est également CNR. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Il y a 3 centres nationaux de référence. Donc il y a le centre national de référence des arboviroses. Donc ça, c'est un mélange entre l'IRBA, c'est-à-dire le service de santé des armées, et l'unité des virus émergents de Xavier de Lamballerie. Il y a l'unité des rickettsi. Donc rickettsi, dans les rickettsioses, celle qui est un agent le plus dangereux, si vous voulez, c'est par exemple le typhus, mais donc bien sûr il y a bien évidemment d'autres rickettsioses, et donc le laboratoire de référence français, le centre national de référence des rickettsioses de la fièvre Q est ici aussi à Marseille, et le 3e centre national de référence, celui du paludisme, et donc ça il est en pratique que du service de santé des armées, c'est l'IRBA qui a détaché une antenne ici à Marseille pour faire le paludisme.